Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutta et vous écoutez Learning Matters, un podcast qui décrypte les savoir-faire et savoir-être, les postures des personnes qui bâtissent aujourd'hui le monde de demain. Chaque épisode, conçu comme une masterclass, s'articule autour d'une thématique. Grâce à des interviews de professionnels, que ce soit des experts dans leur domaine d'activité, des entrepreneurs, des sportifs, des médecins ou encore des artistes, je vous propose de découvrir ensemble leurs mécanismes de fonctionnement, de comprendre et s'inspirer de leur philosophie de vie pour mieux construire votre propre boîte à outils. Dans cette première série, Comment décider face à l'incertitude, mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois Carole Caher-Collin, directrice du digital et de la data pour les JO de Paris 2024. Nous sommes à moins d'1 an de l'ouverture des Jeux et l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, c'est le sujet chaud du moment. C'est un projet professionnel qui est très stimulant, voire glamour pour une grande majorité. Mais c'est surtout typiquement un projet complexe, défini à la fois par son caractère inédit, ses nombreuses interdépendances et également la multiplicité des acteurs qui sont engagés dans le process. Alors il est connu que dans un environnement complexe, la prise de décision est particulièrement stratégique. Comment Carole met à profit son expérience de la haute montagne comme source d'inspiration et d'apprentissage pour renforcer ses compétences de manager et de décideur. C'est une des problématiques que nous abordons avec elle au cours de cette discussion riche d'enseignements que je vous laisse découvrir. Bonjour Carole. Bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation pour partager avec les auditeurs de ce podcast ton expérience et ton parcours qui est riche, varié, international. On est à 1 an des JO de Paris 2024. Je sais que ton temps est très compté. Et donc, je valorise vraiment la chance que tu nous accordes de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui. J'imagine que toi, dans les nombreuses fonctions que tu as occupées, dans celles que tu occupes aujourd'hui comme directrice de la data et du digital, tu as eu à prendre des décisions, des petites, des très grandes. Est-ce que tu peux nous partager la plus grande des décisions que tu n'aies jamais prises pour construire cette brillante carrière ? Déjà, merci de me recevoir, Anne-Sophie. Un plaisir d'être là avec toi. Écoute, je crois que pour construire ma carrière, la plus grande des décisions que j'ai toujours prises, c'est de suivre mon instinct et dans mon intuition, on va dire. Et dans les différents choix que j'ai faits dans ma carrière, de suivre aussi ce qui me faisait vraiment plaisir. Parce que je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait quand on se fait vraiment plaisir dans le travail. Alors justement, ces différents choix t'ont amené à occuper quel type de poste avant celui d'aujourd'hui ? Ouais, alors aujourd'hui, je suis en charge du digital chez Paris 2024. J'étais pas vraiment partie pour faire ça au départ. Moi, j'ai fait des études de banque finance. Je suis partie après travailler dans la banque d'investissement à Londres. J'ai travaillé dans le conseil pendant quelques années. Et après, je me suis orientée vers le marketing et le digital, mais en travaillant dans le luxe, puis dans la bière pendant une 12aine d'années. Et c'est comme ça que la bière, je suis arrivée au sport. Je travaillais chez Carlsberg pendant 12 ans et je me suis occupée de leurs partenariats sportifs et musicaux. Et puis après l'Euro 2016 pour eux. Voilà. Et puis suite à l'Euro, je suis passée côté organisateur avec Paris 2024. Donc c'est ton expérience sur l'Euro qui t'a permis de pouvoir ensuite poursuivre sur les JO. Exactement. Et donc c'était un parcours en France uniquement, ou je crois que tu as eu des passages à l'international ? Ouais, alors je suis passée à l'international. Moi, j'ai fait mes études à Dauphine. J'ai fait 1 an au Canada. Après, la banque d'investissement, donc j'ai bossé à Londres. Après, j'ai habité 12 ans au Danemark. J'ai bossé dans pas mal de pays, en Belgique, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Italie, etc. Donc j'ai un parcours assez international. Je suis revenue en France en 2008, un peu par hasard. C'était pas vraiment prévu. Voilà, ça devait être pour quelques années. Finalement, je suis toujours là et ravie d'être là. Voilà, donc j'ai quand même pas mal évolué. J'ai fait plein de choses différentes qui correspondaient à chaque fois à mes envies du moment. Voilà, donc avec une trajectoire qui est pas linéaire, mais dans laquelle à chaque fois j'ai réussi à me faire plaisir et à chercher les opportunités qui m'intéressaient. C'est passionnant. Quel pays finalement tu as préféré ? Quel type de culture tu as
Moi, j'ai plus inspiré peut-être. Ouais, moi, j'ai passé 10 ans au Danemark. Mes enfants sont moitié danois, moitié français. Donc, j'ai forcément une vraie sensibilité pour la culture scandinave. Voilà. Après, je pense que dans mon mode de fonctionnement, je suis assez proche, en tout cas au travail, de la culture anglo-saxonne, qui est très différente de la culture française. Quand je suis revenue en France, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. C'était la première fois que je travaillais en France, en 2008. J'avais déjà 15 ans de carrière ou 20 ans de carrière derrière moi. Et il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour comprendre comment les Français fonctionnaient au bureau. Ah oui. Et quelles étaient justement ces grandes différences et comment tu as réussi à t'adapter justement à finalement la culture française, qui est la tienne initialement, mais... Ouais, alors qui était la mienne, mais pas dans le monde professionnel. Donc j'ai découvert assez tard. Et en fait, la grosse différence, c'est que les anglo-saxons vont au travail pour travailler. Et les Scandinaves font partie des anglo-saxons. En France, on va avant tout au travail aussi pour socialiser. Voilà, donc les anglo-saxons sont très focus sur ce qu'ils ont à faire. Ils arrivent, ils bossent, c'est terminé, ils rentrent. Voilà, pas de small talks, très, très focus. En France, c'est un peu différent. Et en fait, c'est un ancien collègue de chez Cronenbourg, donc du groupe Carlsberg, chez qui j'ai travaillé pendant des années, qui, au bout de quelques mois en France, m'a dit « Carole, t'es quelqu'un de très sympa, très brillante, mais si tu veux que ça fonctionne ici, il y a 2 choses qu'il faut que tu changes. 1, on ne te voit jamais à la machine à café. Et 2, le matin, il faut que tu fasses le tour de l'open space pour faire la bise à tout le monde. » Voilà. Et c'était difficile pour toi? Et en fait, c'était pas naturel pour moi. Après, voilà, ça l'est devenu. Et maintenant, j'apprécie ces côtés-là du bureau. Mais voilà, c'était quelque chose de nouveau. Il avait juste fallu que je m'adapte. Et en fait, il m'a rendu un énorme service en me disant ça. Bon, alors du coup, depuis, tu as bu beaucoup de café, c'est ça? Depuis, je bois beaucoup de café. Je passe beaucoup de temps à la machine à café. Oui. Alors, en quoi consiste ta mission au sein de Paris 2024? Je crois que tu as commencé seule cette mission en 2017, si je ne me trompe pas. 2019. Donc 2019, d'accord. Donc tu as construit ton équipe au fil de l'eau. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de ce démarrage de mission? En quoi il consistait? Ouais, alors moi, en fait, j'ai eu 2 missions chez Paris 2024. Je suis arrivée en 2019. Au départ, j'étais à la direction commerciale. Donc, je m'occupais de toute la stratégie commerciale. Et en 2021, j'ai pris la tête de la direction digitale. Donc, au digital, en fait, je gère l'ensemble de nos plateformes digitales, toute notre base de données, la partie CRM, le paid media et le service client grand public. Donc, c'est un sujet assez large. Un des plus gros enjeux, ça a été de définir qu'est-ce qu'on fait dans cette direction digitale, parce que le projet était déjà commencé, donc il y avait déjà un peu de digital, un peu à droite à gauche dans l'organisation. Le monde du sport, le monde olympique n'est pas très précurseur dans le digital. Donc à la différence des autres directions de Paris 2024, où il y a des feuilles de route assez calées, même si on s'adapte à chaque fois, en digital, il n'y avait rien. Parce que Tokyo, ils n'ont pas laissé grand-chose. Rio, il n'y avait rien. Donc le meilleur exemple qu'on a, c'est Londres. En 2012, c'est un peu la préhistoire du digital. Voilà, donc il a fallu, définir ce qu'on voulait faire, ce que voulait dire le digital chez Paris 2024, comment s'organiser, et puis après construire l'équipe et aller chercher les bonnes compétences. Et ça a mis un peu de temps pour attirer des talents, pour attirer les bonnes personnes. Donc j'ai mis un peu de temps. Alors il y avait déjà une petite équipe très compétente qui était en place, mais pour aller chercher le reste de mes N-1, il m'a fallu bien 9 mois pour recruter les bonnes personnes. D'accord, donc tu n'as pas construit toute seule le plan stratégique de la data et du digital? Je ne l'ai pas construit toute seule, mais bon, j'en ai été à l'initiative et surtout j'ai eu une équipe après pour m'aider à le mettre en place. D'accord. Et alors j'imagine que tu devais avoir de grandes incertitudes sur comment faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment tu t'es inspiré, où tu as trouvé effectivement c'est les ressources en fait pour justement innover. Est-ce que tu avais aussi un budget dédié à l'innovation pour travailler sur cette data qui aujourd'hui a pris une place prépondérante dans la stratégie marketing du sport? Après, je pense que... moi, je suis partie avec une vision et une stratégie que j'avais envie de mettre en place. Et c'est ça que j'ai vendu aussi à la direction générale et qui était derrière la création de cette direction digitale. Avant, le digital était un peu éclaté un peu partout au sein de Paris 2024. Et la vision, c'était d'avoir une vision centralisée, et une base de données centralisée, mais aussi une vision centralisée de l'ensemble de nos audiences pour pouvoir mieux les servir, que ce soit avec nos plateformes digitales, que ce soit en CRM, que ce soit en médias, et offrir une expérience qui soit unique et personnalisée. Donc, c'était un peu le point de départ de tout ça. Jusqu'à présent, dans chaque COJO, il y a toujours eu 2 bases de données séparées. Il y avait ce qu'on appelle l'engagement, donc l'engagement des fans, qui d'un côté communiquait, et puis de l'autre côté la billetterie, qui communiquait son programme commercial. Mais quelque part, le marketing et le commercial ne se parlaient pas vraiment et avaient des bases de données différentes. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette base de données centralisée. Donc ça a été une première étape. Et après, trouver toute l'infrastructure derrière. Et la deuxième, ça a été de définir un peu la vision de ce qu'on voulait en faire. On a aujourd'hui un club qu'on appelle le Club 2024, qui est le club des fans de Paris 2024,
mais qui va s'adresser aussi bien à une personne qui a envie d'avoir de l'information une fois de temps en temps sur Paris 2024, sur les grands temps forts, que sur les gens qui sont très engagés et qui veulent vivre l'expérience avec nous, qui veulent être acteurs, qui veulent aller courir le marathon pour tous, qui veulent être volontaires, qui veulent être relayeurs de la flamme, etc. Donc il fallait arriver à comprendre ces différentes audiences, à les segmenter pour avoir un discours qui soit adapté à chacun. Donc ça, c'est ce qu'on a bâti petit à petit. Ça demandait un peu de temps, ça demandait un peu de pédagogie en interne, ça demandait un peu d'adaptation parce que les choses n'étaient pas toujours faites comme ça avant. Mais aujourd'hui, avec l'équipe que j'ai en place, on est en train de mettre ça en place. Ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas au bout du chemin parce qu'il nous reste encore 1 an à faire, mais c'est plutôt bien parti. Oui, ça, j'imagine qu'effectivement, c'est la dernière année là, qui devient la plus difficile peut-être. Alors, c'est la plus... Sûrement... Alors, je peux pas te dire parce que je l'ai pas vécu. C'est la joie de ces projets-là, c'est que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce sera sûrement la plus intense. Parce qu'on arrive au bout du projet. En fait, on a eu une première phase de planification pendant 3 ans. Là, on est plutôt en phase de ce qu'on appelle de livraison. Donc, nous, on livre déjà toute une partie de notre programme. Tout notre programme CRM, toute la construction de notre base de données, tout ça, ça y est, c'est déjà quelque part en mode opérationnel. En même temps, on prépare pour ce qu'on appelle chez nous Games Time, donc les jeux. Donc c'est 2 fois 15 jours de compétition. Donc on a toute une préparation spécifique parce que là, ça va aller très très vite à ce moment-là. Donc il faut être prêt avant et avoir anticipé un maximum de choses. Et là, on rentre aussi en même temps dans la phase de ce qu'on appelle dissolution, c'est de se dire comment est-ce qu'on va quelque part fermer la boutique et qu'est-ce qui va rester de tout ce qu'on a construit. Donc le challenge en ce moment, c'est d'arriver à gérer les 3, qui sont 3 mindsets assez différents. Un très opérationnel à livrer au quotidien, un de planification encore pendant les jeux, et puis un de commencer à prévoir l'après-jeu. Parce qu'au niveau de la data, vous avez des enjeux de délivrabilité, de la partie logistique des JO, c'est ça ou... Alors, au niveau de la data, on a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu commercial. Donc, on s'appuie aujourd'hui, on a une base de données de plus de 4 millions de personnes qui nous sert d'un point de vue commercial pour la vente de billetterie, pour la vente de produits dérivés. Donc, on s'appuie beaucoup sur cette base de données-là. On a aussi un enjeu lié aux opérations des jeux. Tout ce qui est, par exemple, le dimensionnement des sites, tout ce qui est la gestion des flux. Pour donner un exemple concret, avec notre base de données, on va savoir si sur une session spécifique, il y a plus de spectateurs hommes ou femmes. Donc derrière, pour savoir s'il faut du personnel de sécurité qui est plutôt masculin ou féminin, c'est assez déterminant. Donc c'est ce genre de choses auxquelles la data peut venir aider. Et puis la data, elle nous sert aussi à préparer, comme je disais, la suite, l'héritage de Paris 2024. D'accord. On peut avoir une idée aujourd'hui déjà de ce que va devenir justement cette data après les Jeux. Ouais, alors aujourd'hui, on a donc cette base de données de fans, parce que je parle de la base de données grand public. On sait que c'est une base de données qui est très, très engagée. Nous, on a un taux d'ouverture, par exemple, sur nos emails qui est très important. On est à plus de 50%, ce qui est assez énorme. Il y a un taux de réactivité très bon aussi. Et en fait, quand on l'a construit, la grosse nouveauté pour Paris 2024 par rapport aux éditions précédentes des Jeux, c'était de travailler avec le Comité international olympique, donc avec le CIO, justement pour s'inscrire dans une stratégie beaucoup plus long terme qui dépasse les Jeux de Paris 2024 et pour que le CIO puisse s'appuyer sur cette base de fans. En fait, eux, ils n'ont rien récupéré de Tokyo, quasiment rien de Tokyo parce qu'il n'y a pas de spectateurs, quasiment rien de Rio. Donc à chaque fois, à chaque édition des Jeux, ils repartaient à 0. Donc là, on a travaillé main dans la main avec eux pour définir comment on peut travailler ensemble et dans la phase de collecte de données et après dans la phase d'héritage. Donc une partie de notre donnée partira au CIO, ça c'est prévu dès le départ, mais on veut aussi laisser un héritage en France, c'est au mouvement sportif français, et donc on est en train de travailler avec le CNESF pour voir non seulement comment on leur la donner, mais ça je dirais c'est presque plus technique, mais aussi comment on leur lègue notre club 2024 et comment eux peuvent le transformer en un fan club de l'équipe de France olympique et paralympique. D'accord. Oui, c'est passionnant, effectivement. Alors, je crois que l'ambition de Paris 2024, c'est aussi de réaliser un nouveau modèle de jeu plus durable, plus inclusif. Et comment cela ça se traduit-il au sein des missions de l'équipe digitale ? Alors, effectivement, Paris 2024 a cette mission d'avoir des jeux qui soient plus sobres économiquement, plus durables, plus inclusifs. Donc nous, on s'inscrit complètement là-dedans. Donc un des points clés, c'est l'héritage. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour faire 2 fois 15 jours de compétition, mais pour quelque chose qui s'inscrit avant et après. Sur toute la partie développement durable, on est dans toutes les questions de Green IT, sur la façon dont nos sites sont construits, sur la façon dont on stocke nos données, etc. Et sur la partie inclusivité, ça passe aussi sur... on est en train de regarder comment on peut ajouter un certain nombre de fonctionnalités dans l'app qui va sortir pour Paris 2024,
pour que ce soit accessible à des personnes en situation de handicap. On est en train de voir avec l'équipe billetterie, justement pour comment communiquer sur quand on est en situation de handicap, comment venir sur les sites, etc. Voilà, donc c'est aussi, nos outils servent aussi énormément à communiquer sur tout ce qu'on fait, sur la côté durabilité et inclusion. Est-ce que ta connaissance et ton expérience de l'interculturel est utile aujourd'hui dans justement ce maniement de la data, des données ? Est-ce que tu penses que ton expérience personnelle apporte à cet enjeu professionnel ? Je pense que ça apporte forcément, je dirais sous l'angle marketing business aujourd'hui, on a un enjeu de faire des jeux qui soient très populaires, qui engagent l'ensemble des Français. Après, on sait aussi que si on veut réussir sur la partie des revenus, il faut qu'on aille chercher des spectateurs, des visiteurs à l'international. Les jeux, c'est aussi l'occasion de montrer que la France accueille le monde entier. Donc on a, par exemple, sur notre plan média billetterie, travaillé sur des pays à aller chercher. On est en train de regarder les comportements d'achat. On voit que les pays anglo-saxons... ils ont une tradition de dépenser plus d'argent, ils sont beaucoup plus à l'aise avec des prix de billetterie beaucoup plus élevés que ce qu'on est habitué à voir en France. Donc on arrive à observer ces comportements-là. Et puis on sait que il faut aussi qu'on aille chercher un certain nombre de pays spécifiques sur certains sports spécifiques qui sont peut-être plus attractifs dans d'autres pays qu'en France. Donc ça nous permet de faire des analyses assez fines et après d'adapter notre plan marketing. D'accord. Et alors, est-ce que le Danemark, par exemple, fait partie de ces pays cibles ? Alors, aujourd'hui, pas pour l'instant, mais on l'aura sûrement. Je te donne un exemple, si à la fin, il nous reste des billets à vendre pour un match de hand ou un match de badminton sur lequel les Danois sont assez bons, forcément, il faudra qu'on aille les cibler à ce moment-là, avec les bons réseaux de communication ou les bons canaux de communication que les Danois utilisent. Quels sont les pays cibles prioritaires en ce moment ? Forcément la France. Après, à l'étranger, les gros pays, donc les États-Unis, et puis les pays limitrophes en Europe. On sait que les gens vont venir voir les Jeux quand vous habitez en Belgique, en Allemagne, en Italie, dans les Pays-Bas. C'est pas très loin, c'est 1 ou 2 heures de train. Donc on vise beaucoup les pays qui sont pas loin parce que c'est facile de venir, parce que c'est des pays qui viennent déjà facilement en France l'été pour passer leurs vacances. On a la chance d'être la première destination touristique du monde. Donc on va aussi attirer un certain nombre de tourisme liés aux Jeux. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta posture. Donc, l'organisation des JO, c'est particulièrement médiatisé. J'imagine que de par ton rôle et ta fonction, tu dois être extrêmement sollicité. Et plus on s'approche de la cérémonie d'ouverture, et plus j'imagine que tout s'accélère. Comment fais-tu pour te concentrer et surtout rester concentré ? Écoute, je pense que quand tu rejoins ce genre d'organisation et sur le poste que j'ai, c'est que quelque part, c'est aussi quelque chose qui te nourrit au quotidien, cette adrénaline, cette pression. Moi, c'est ça qui m'amuse aussi. De sentir qu'il se passe quelque chose d'important, quelque chose de grand. Après, je pense que c'est pour gérer la pression au quotidien. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de parties prenantes avec des enjeux très différents et auxquels il faut savoir répondre ou ne pas répondre, mais le faire avec tact. Voilà, donc c'est ça qui est le plus challengeant entre la préfecture de police qui nous demande des choses sur la sécurité, la mairie de Paris, l'État, le CIO, les partenaires, etc. Donc après, ils sont chacun dans leur rôle, mais ça peut créer beaucoup de pression, beaucoup de tension, et on peut se sentir un peu tiraillé d'un côté et de l'autre. Après, je pense qu'il faut apprendre à prendre beaucoup de recul, savoir garder le cap et en même temps se dire, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce qu'on peut lâcher et puis ça passera, où est-ce qu'il faut apporter une réponse. Des fois, on se retrouve à lâcher des choses, même si ça ne fait pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Mais en lâchant quelque chose, ça permettra d'avancer sur autre chose. Donc c'est pas mal de jeu de jambes, mais en prenant du recul et en toujours se remettant en tête ce qui est vraiment important et ce qu'on veut obtenir au fond, on arrive à gérer cette pression. Et tu as des petits trucs ou astuces au quotidien que tu t'imposes ou que tu appliques pour justement, peut-être, je sais pas, des tips de productivité ou couper ses notifications sur son téléphone. J'ai aucune idée, mais des choses peut-être que tu... Alors, je sais pas si je suis très douée là-dessus.
Non, je pense que moi, je suis un peu une hyperactive, donc je fais beaucoup de sport, je me défoule comme ça. Voilà, un peu de méditation. Donc, voilà. Après, je pense que chacun gère comme il peut. Et après, je pense que l'alternance d'être au bureau et de télétravail permet aussi d'être dans des rythmes différents et de gérer la pression. C'est vrai qu'au bureau, voilà, on est souvent pris par plein de trucs qu'on n'avait pas prévus et qui sont parfois très productifs, mais qui peuvent aussi donner l'impression d'avoir la tête un peu partout. Et quand on est en télétravail, ça permet quand même de se poser, voilà, et de prendre un peu de recul et d'avancer sur des choses un peu plus de fond. Donc je trouve que l'alternance permet justement d'avoir ce bon équilibre. C'est une alternance sur quel rythme ? Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. Ouais. Vous n'avez pas une politique d'équipe ? On a une politique qui est une tolérance de 2 jours de télétravail par semaine, mais voilà, des fois j'y suis plus, des fois j'y suis moins. Ça dépend vraiment de l'actualité et des choses qu'il y a à faire. Alors, j'imagine que tu dois être aussi amené à gérer du risque. Hein. Justement, le risque, en général, avec des projets complexes, c'est souvent de dépasser le budget, de dépasser les délais. Paris 2024 a rencontré la crise Covid dans son plan de développement. Est-ce que cela a impacté directement ta mission ? Alors, en fait, les Jeux Olympiques sont toujours marqués par le contexte économique, social, géopolitique de leur époque. Donc nous, on l'a vécu avec le Covid, là avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation. Toutes ces choses-là n'étaient pas du tout prévues dans notre feuille de route. Hein. Voilà, je pense que le pire exemple qu'il y a eu, et j'espère qu'on n'aura pas aussi, c'est Tokyo qui a eu le Covid et qui a dû être décalé d'un an. Donc en termes de planification, c'est quand même très très compliqué. Voilà, donc je ne sais pas ce qui nous arrivera dans les 12 prochains mois, mais c'est sûr que voilà, on sera marqué d'une manière ou d'une autre par le contexte social, économique, politique qu'il peut y avoir, de manière plus ou moins forte. Donc ça demande de s'adapter, ce qui n'empêche pas de se préparer, mais se préparer pour aussi ce qui n'est pas prévu. Quand j'étais à Tokyo pendant les Jeux Olympiques, mes collègues japonais m'ont dit be prepared for the unexpected. Donc c'est un peu ça. Donc après, forcément, je pense que le meilleur moyen de gérer ces risques, c'est de se préparer, de faire un plan et de savoir que il sera peut-être pas adapté, mais au moins l'avoir fait permet d'être le mieux préparé pour ce qui peut arriver. Donc c'est sûr que le Covid nous a marqué, comme toute entreprise. Nous, on était en plus une organisation en pleine croissance. Donc entre le premier confinement et qu'on est vraiment revenu dans des rythmes normaux, je pense que les effectifs ont dû tripler, on a changé de locaux. Voilà, donc c'était plus la même organisation avant-après. Le Covid, plus la guerre en Ukraine, plus l'inflation nous ont marqué aussi économiquement. Même si, voilà, pour l'instant, on s'en sort bien, on est dans les targets, mais voilà, ça nous a demandé d'être plus créatifs, voilà, et de faire face à ça. Donc, mais ça fait partie de la vie d'un COJO, il faut s'adapter. Pareil, on a aussi des départs. Alors moi, j'en ai pas eu dans mon équipe, mais il y a du personnel qui s'en va en cours de route, donc il faut aussi s'adapter à ça. Voilà, donc c'est un vrai apprentissage. C'est des choses qu'on voit pas forcément dans une entreprise normale, ou plus classique. Mais c'est aussi ce que je dis à mes équipes qui est quand même où j'ai beaucoup de juniors, beaucoup de très jeunes, où le monde olympique n'est pas forcément à la pointe du digital. On n'est pas une boîte de tech, on n'est pas un Google, on n'est pas un Facebook, on n'est pas un Amazon. Donc on n'arrivera peut-être pas avec les solutions digitales les plus poussées, les plus avancées. Par contre, en termes d'apprendre à gérer un projet complexe, à gérer de l'incertitude, à évoluer dans un milieu mouvant. Je pense que déjà pour moi, j'ai une super courbe d'apprentissage. Et pour les jeunes de mon équipe, je pense qu'en 3-4 ans, ils ont appris ce qu'ils auraient appris sinon en 10-15 ans à l'extérieur. Et donc, quels sont les conseils que toi, tu donnes à ton équipe justement pour les motiver, pour les aider peut-être à passer des phases de stress qui peut peut-être s'augmenter quand parfois il y a des polémiques. Quels sont tes conseils au quotidien pour ton équipe ? Ce que je leur essaie de leur apprendre, c'est qu'en fait, là où on les attend, c'est pas tellement sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que, oui, le fond est important. Je te donne un exemple concret, la tête de notre site internet, comment notre base de données est organisée, etc. Ça, c'est important et on peut pas se planter là-dessus. Mais après, ce qui est important aussi, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Parce que pour faire ça, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de concessions, beaucoup d'allers-retours, etc. Donc ça peut être très frustrant. Mais c'est aussi un moyen de faire avancer des projets et les projets n'avancent pas tout seuls en disant voilà, j'ai la meilleure solution technique qui soit ou j'ai la meilleure idée qui soit. Il faut savoir embarquer les autres. Donc voilà, donc c'est aussi changer un peu ce prisme et de se dire c'est pas que du what, mais c'est aussi le how et comment elle le fait. Et c'est ça qui va
c'est ça qui permet, je pense, de grandir et de grandir très vite. Et qui sera en plus utile dans leurs futures expériences professionnelles. Parce que ils ne feront peut-être pas exactement la même chose techniquement, mais tout ce qu'ils auront appris sur la façon d'embarquer des équipes, la façon d'aller convaincre des gens qui ne sont pas forcément dans ton équipe ou qui sont contre toi, ou d'arriver à allier des gens ou des positions qui sont contraires, ça, c'est des choses qui leur serviront pendant toute leur carrière. Et donc, ce stress n'est pas finalement si compliqué à gérer avec tout... Si, là je te dis ça comme ça, avec beaucoup de recul un vendredi après-midi, mais oui, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on se dit qu'on va pas y arriver. Si, ça fait partie du jeu. Oui, j'imagine. Et alors, je sais que tu es féru de montagne et d'alpinisme, que tu pratiques de manière extrêmement régulière, je crois. Alors, je crois que pour préparer sa sortie et sa course en montagne, il faut au préalable bien définir sa voie, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que cette expérience de la montagne t'a permis de développer une forme de discipline, de méthodologie qui t'accompagne et qui t'aide à trouver ta voie dans ta vie professionnelle ? Alors, je pense que tu as pas mal d'analogies que tu peux faire entre le monde de la montagne et la vie professionnelle, en tout cas quand tu travailles sur un projet aussi grand que les JO. Je pense qu'effectivement, quand tu vas en montagne et que tu veux faire une ascension, tu as quand même cette notion d'ambition, d'aller chercher un sommet, d'aller chercher quelque chose qui te paraît quelque part inatteignable. Quand tu es tout en bas de la vallée, que tu regardes là-haut, tu te dis jamais je vais y arriver, ça me semble très compliqué. Donc ça te demande aussi de voir grand, d'avoir cette envie, ce but, en sachant que ce sera compliqué. Donc je pense que c'est un peu la même chose quand on s'est tous jetés dans le projet de Paris 2024. C'est un truc absolument énorme, le plus grand événement sportif au monde, une fois tous les 100 ans en France. Voilà. Et avec l'envie de faire les choses différemment, parce qu'on a quand même on a quand même revu pas mal de choses dans le modèle. Donc je pense qu'il y a cette analogie-là. Et après, l'autre, c'est qu'effectivement, une fois que tu es parti dans l'aventure, c'est un espèce de mixte entre et en même temps garder le cap et voir où est-ce que tu veux aller, et tu ne peux y arriver que si tu te concentres sur l'instant présent et sur le pas d'après dans la montagne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer pas à pas sans penser à plus loin, parce que sinon ça devient enivrant et ça devient presque paralysant, parce que ça te semble trop compliqué. Tu te dis mais je vais jamais y arriver, c'est trop loin, c'est trop haut, etc. Dans un gros projet, c'est pareil. Je pense que pour les entrepreneurs qui montent leur boîte, c'est pareil. J'ai ma vision, j'ai ma stratégie, je sais où je veux aller. Et puis après, tu avances petit à petit, jour après jour. Et quitte à et changer de chemin, reprendre une autre route s'il faut. Et puis, tu n'arriveras peut-être pas du tout là où tu avais prévu. Voilà, mais ça, c'est la vie. Mais donc ça, je pense que c'est des analogies à faire. Et l'autre, sur des projets comme Paris 2024, alors moi, je l'ai pas vécu encore du côté organisateur, mais je l'ai vécu pendant l'Euro, j'étais côté sponsor. Tu as la redescente qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'une fois que tu es arrivé en haut, il faut arriver à redescendre. Et en montagne, c'est ça qui est compliqué, et physiquement et psychologiquement. Physiquement, parce que tu es fatigué, et psychologiquement, c'est qu'une fois que tu es redescendu, c'est quoi la suite, quoi. Voilà. Et donc, moi, je me souviens très bien après l'Euro, il y a quand même une grosse période de blues, de se dire, ça y est, l'événement est fini, c'est terminé, toutes les équipes disparaissent. Alors moi, à l'époque, j'étais chez un sponsor, donc l'entreprise était toujours là. Mais Paris 2024, l'organisation va disparaître après les Jeux. Voilà. Et donc, c'est quoi le prochain projet ? Comment est-ce qu'on se remotive ? Comment est-ce qu'on retrouve une autre ambition, une autre envie pour se relancer derrière ? Bien sûr. Je veux parler un petit peu de ton expérience en montagne. À quel moment, en fait, la montagne est arrivée dans ta vie ? Est-ce que c'était justement pour peut-être pallier une expérience professionnelle à un moment donné qui te générait du stress ? Raconte-nous un petit peu. En fait, c'est venu un peu par hasard. Je fais du ski depuis toute petite, un peu de marche. Mais je me suis vraiment mise il y a une dizaine d'années, je pense. J'étais à Chamonix, j'ai pris le téléphérique pour l'Aiguille du Midi avec mes enfants, et puis après, il y a des œufs qui t'emmènent entre Chamonix et l'Aiguille du Midi et le côté italien. Et là, je voyais tous les gens, les alpinistes qui marchaient sur la mer de glace, et puis les gens qui avaient bivouaqué, et j'ai dit, un jour, je vais faire ça. Voilà, ça m'a pris comme ça, et voilà. Et puis l'année d'après, j'ai pris un guide, et j'ai fait une première sortie d'alpinisme. En famille ? Non, toute seule. Voilà. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Puis je me suis mis à l'escalade à Paris pour progresser. Je faisais déjà beaucoup de courses à pied, de trail. Donc c'est venu petit à petit.
Je pense que c'est mon élément. Je me sens bien dans la montagne. C'est quelque chose qui me parle. Il y en a, c'est la mer. Moi, c'est la montagne. Et je trouve que c'est et un beau challenge sportif, parce qu'il y a plein de choses à faire en montagne. Et ça a un côté très ressourçant. C'est un moyen de se connaître soi-même aussi, de connaître ses limites, jusqu'où on peut aller, ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc moi, j'y prends beaucoup de plaisir quand j'arrive à y aller. Tu t'es déjà fait peur en montagne ? Tu as dû rencontrer peut-être un moment de crise ? Alors, peur, je me suis jamais vraiment fait peur. Okay. Par contre, après, que ce soit moi, ce que j'aime, c'est ce moment où, et j'ai la même chose dans l'escalade en salle, c'est ce moment où, en fait, tu es 100% concentré sur ce que tu fais et en même temps, tu sens que là, c'est compliqué. Tu as le cerveau qui s'emballe, qui te dit que tu vas pas y arriver, qu'il n'y a plus de solution, il n'y a pas de prise. Et puis, à force de te calmer, de te concentrer, tu finis à un moment par trouver la solution toute seule. Il suffit de déplacer son pied d'1 centimètre, sa main d'1 centimètre, de chercher. Ça m'est arrivé, je me souviens très bien, une fois dans le Mont-Rose, le guide était 30 mètres au-dessus de moi, il fallait que j'avance, je n'y arrivais pas, j'ai bien dû mettre 10 minutes avant de trouver la solution. Voilà. Mais on finit par la trouver. Donc, c'est ces moments... je dirais pas où je me fais peur, parce que j'ai jamais eu vraiment peur, mais voilà, d'inconfort assez fort. On s'est dit, là, je suis sortie complètement de ma zone de confort, il n'y a plus rien qui va, et on finit par trouver la solution, et ça, c'est assez grisant. C'est passionnant, mais alors du coup, à quel moment tu t'arrêtes dans la prise de risque ? Parce que, alors, personnellement, dans mon parcours d'entrepreneur, il y a toujours aussi ces étapes où, dans la construction des entreprises, où on ne sait plus très bien si ça va, si on continue pas. Et on a mis tellement d'efforts qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et en même temps, il faut aussi prendre cette décision à un moment donné de savoir lâcher. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis en montagne, c'est le principe du renoncement? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté? Et justement, dans cette notion de prise de risque que tu peux aussi peut-être prendre dans l'entreprise, au sein de ton activité professionnelle, est-ce que tu te mets des barrières, des étapes pour baliser un peu cet espace de risque? Après, en montagne, la différence avec le monde de l'entreprise, c'est qu'à un moment, tu peux mettre en jeu ta vie ou celle des autres. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la même chose que dans une entreprise, où même s'il y a beaucoup de risques aussi. Alors moi, quand je pars en montagne, en haute montagne, je suis toujours avec un guide. Donc, quelque part, la décision ne me revient pas. Donc, c'est assez facile. En tout cas, c'est beaucoup plus confort. Mais des fois, la décision, on la prend à deux. Parce que le guide se sent passer, mais me demande si moi je me sens passer ou pas. Voilà. Donc après, c'est une connaissance de soi. C'est vrai que c'est pas facile des fois de se dire ouais, je suis un peu fatiguée, ouais, je le sens pas. Est-ce que c'est juste parce que j'ai un coup de mou, puis en me bottant un peu les fesses ça passe, ou est-ce que vraiment là ça le fait pas? Voilà. Donc c'est un peu une connaissance de soi. Faut avoir essayé plusieurs fois. Je me suis jamais trouvée dans des situations, si une fois ou deux, je me suis trouvée dans des situations où je me dis ouais, là c'est quand même passé un peu juste, j'aurais dû faire attention. Ouais. Tu n'as pas de décision que tu regrettes? Non. Le seul accident que j'ai eu, c'est en salle de bloc, tu vois, donc c'est pas du tout de la haute montagne, et c'est le seul gros accident que j'ai eu. Bon, écoute, on touche du bois. Tu as peut-être des indicateurs de performance. Comment évalues-tu si tu atteins tes objectifs personnels, professionnels Ouais, alors là, bien sûr que j'en ai, comme tout le monde. On a des objectifs à atteindre, des objectifs chiffrés, sur les différents projets qu'on mène. Ça, c'est une chose. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est la façon dont on atteint ces objectifs. Nous, on travaille aujourd'hui la direction digitale comme quelque part fonction support des autres directions. Donc, il y a aussi une histoire de satisfaction des clients internes ou de nos clients externes. Donc ça, je pense que c'est important de regarder ça. Et puis, je pense aussi, ce qui est important, c'est aussi la façon dont on y arrive, la cohésion d'équipe. Oui, il y a des moments qui sont difficiles. Mais si on arrive tous globalement à y prendre du plaisir, et si on arrive tous à grandir dans l'expérience, voilà, ça pour moi c'est un facteur qui est important. Donc c'est pas dans mes objectifs vis-à-vis de mon patron, mais ça l'est dans les miens personnellement. Dans ta manière de gérer l'équipe, vous travaillez beaucoup de manière collaborative? Vous partagez les décisions? Ouais, on travaille pas mal de manière collaborative, à partager les décisions. En fait, moi, j'ai 3 pôles dans l'équipe. J'ai un pôle plateforme digitale, j'ai un pôle data, j'ai un pôle CRM, puis on est en train de construire un seul customer care.
Donc avec des experts chacun de leur métier, donc certains qui peuvent être un peu à la frontière des deux, certains qui sont très spécialistes. Donc chacun a son rôle et son expertise à apporter. Après, quand il y a des choses à trancher, ça me remonte à moi ou à mes N-1 et on a pas mal de discussions pour trancher sur ce qu'il faut faire. Mais c'est plus il y a quelques questions techniques à trancher. Mais après, c'est beaucoup des questions, je dirais plus de gouvernance, de façon d'aborder les projets, de façon de traiter nos parties prenantes, internes ou externes. Voilà, donc c'est plus du management que des choix pure technique, où là, c'est vraiment les experts de chaque domaine qui les prennent. Vous êtes combien de personnes dans l'équipe ? On est une quinzaine. Une quinzaine. Comment tu développes ta culture de l'innovation ? Est-ce que tu as des conseils à nous partager ? Alors, moi, je suis déjà par une coach professionnelle, donc j'échange pas mal avec elle. Et ça permet pas mal de prendre du recul, de comprendre ce qui peut bloquer ou pas bloquer, de comment on peut faire les choses différemment. Donc ça j'apprends beaucoup et je me développe beaucoup de cette façon-là. Après, je suis pas dans un club de femmes ou autre, voilà, mais j'échange pas mal avec des gens de tout secteur, pas que dans le digital. L'avantage d'avoir un peu de bouteille, c'est qu'on connaît pas mal de gens. Et je trouve que c'est toujours bien d'aller se nourrir de personnes qui sont dans d'autres secteurs, pas que dans le sport, pas que dans le digital, qui ont eu des carrières différentes. Voilà, et pour échanger sur des problématiques qui sont quelque part assez similaires quand on parle de management ou quand on parle de gestion. Voilà, quel que soit le sujet qu'on traite, on se retrouve un peu sur les mêmes problématiques. Et le choix d'avoir une coach, c'est un choix que tu as fait il y a longtemps ? Alors là, ça fait un an, ça fait près d'un an que je travaille avec elle. Et j'avais déjà fait un autre moment de ma carrière. Je pense que c'est hyper intéressant pour apprendre sur soi, quelque part pour apprendre à accélérer, parce qu'on a un peu un feedback, alors pas permanent, parce que je la vois toutes les 3 semaines à peu près, mais voilà, mais assez régulier. Et on voit très bien moi je vois les changements d'une séance sur l'autre. Intéressant. C'est une démarche personnelle ou c'est au sein de l'entreprise C'est au sein de l'entreprise. Qui est proposé, effectivement. C'était au sein de l'entreprise. Mais c'était quelqu'un que je connaissais d'avant. D'accord. Alors du coup, Carole, quel est ton prochain challenge personnel ? Alors, ça va déjà te guérir ma jambe, parce que j'ai eu mon petit accident en salle de bloc, voilà. Donc ça, c'est mon prochain challenge, qui est un vrai challenge, parce que ça me force à faire moins de sport, à être moins mobile. Moins de montagne. Moins de montagne, voilà. Donc ça fait presque un an que j'y suis. Donc ça, c'est mon plus gros challenge. Je pense que ça me demande beaucoup de patience et de persévérance. La patience n'étant pas ma qualité première. Je compatis parce que je suis passée par la même chose un peu avant toi. Bon, alors, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais nous donner pour vivre pleinement les Jeux de Paris 2024, que l'on habite Paris ou pas ? Alors, il y a plein de façons de vivre les Jeux de Paris 2024. Alors, ça peut être déjà d'être spectateur. On va rouvrir la billetterie. Il reste encore des billets. On va ouvrir la billetterie des Jeux paralympiques. Et je conseille fortement d'aller voir les Jeux paralympiques. J'ai eu la chance d'y aller à Tokyo. C'est une expérience absolument incroyable de voir ces athlètes paralympiques qui ont été frappés à la naissance ou dans leur vie par des accidents et qui malgré tout s'en sortent, arrivent à faire du sport. Enfin, c'est une vraie leçon de vie. Donc je recommande chaudement. Après, on vient d'ouvrir les candidatures pour les relayeurs de la flamme. Donc vous pouvez nominer quelqu'un pour être relayeur, quelqu'un qui vous pensez mériter d'être relayeur. Donc ça, c'est aussi une aventure assez unique. Il y aura 11 000 porteurs de la flamme. Et porter la flamme olympique, c'est assez unique. Vous pouvez aussi aller voir le relais de la flamme qui va passer un peu partout en France. Alors ça commence quand, le relais de la flamme ? Quand est-ce que la flamme arrive en France ? La flamme arrivera en France début mai. D'accord. Alors, elle part d'Athènes. Mai 2024. Elle arrivera en France et le parcours va être bien dévoilé bientôt. Okay. Voilà. Et après, au-delà des sites de compétition, il y aura des sites de célébration, des fan zones, alors nous on appelle ça des live sites, qui seront organisés un peu partout en France, où vous pourrez aller regarder les jeux sur écran géant, en général des initiations sportives à côté, des athlètes qui peuvent être là. Enfin voilà, donc il y a 1000 façons de profiter des jeux. Donc je vous invite surtout à rester à Paris, en tout cas au moins une partie du temps, parce que ça arrive une fois tous les 100 ans et c'est quand même génial d'avoir les jeux dans sa ville et ce serait dommage de ne pas en profiter. Écoute, merci pour ces conseils. Si on veut suivre tes informations, suivre aussi les infos des Jeux, le site de Paris 2024. Si on veut suivre, toi, tes informations, tes évolutions, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Carole Kolinker, tout simplement. Eh bien, super. Merci beaucoup, Carole. Merci pour ce partage riche d'informations. Et puis, merci pour ton temps, parce que je sais effectivement qu'il est compté. Et donc, c'est vraiment précieux de t'avoir aujourd'hui. Merci Anne-Sophie, c'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de cette première série « Prendre des décisions face à l'incertitude ». J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.